Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de cette série de vidéos consacrée à vos questions sur Power Apps Flow, comment, pourquoi certaines actions, pourquoi euh, certains comportements. Alors je vous propose de débuter cet épisode 2 par une nouvelle série de questions et sans plus tarder, commençons par la première. Première question, pourquoi est-ce que Power Apps me demande d'autoriser des connexions qui ne sont pas utilisées dans l'application? Donc ça, c'est quelque chose qui peut se produire si vous avez une application qui utilise notamment un flow. Ce que je vous propose, c'est de faire la démarche ensemble et de voir un petit peu le comportement en partant d'une nouvelle application et en utilisant un compte utilisateur qui l'exécutera pour la première fois. Donc on va rentrer dans le Canva Power Apps, débuter la création d'une application Canva en mode tablette, des plus standards, et on va simplement aller rajouter une source de données qui va être, comme pour la première vidéo, mon site SharePoint sur lequel j'ai une liste avec un unique élément. Hop, et hop. Donc première étape, on va venir rajouter une source de données qui est la source de données légitime de cette application. Effectivement, il y en a beaucoup ici parmi la sélection, le plus simple étant d'utiliser SharePoint ici, l'URL de mon site ici, et donc ma liste de tests. Très bien. Le rendu de l'application n'a absolument aucune importance pour notre démo. Je vais simplement ajouter un écran, peu importe lequel d'ailleurs, didacticiel. Euh, Petite information au passage, d'ailleurs, si vous ne saviez pas qu'il y avait des templates d'écran à votre disposition, maintenant c'est fait. Ce qui n'empêche pas de venir les personnaliser une fois qu'ils sont lancés. On va venir définir cet écran comme étant l'écran principal. Et voilà, je vais absolument pas, plus que ça, utiliser la connexion vers SharePoint, ça n'a pas d'intérêt. Je vais nommer mon application démo vidéo. Hop, je l'enregistre. Et voilà, donc ça c'est le côté applicatif. Maintenant, on a donc une source de données, unique source de données euh, dans mon application qui est ma source SharePoint. Je vais venir sur Flow, créer un flow dédié à cette application, et donc le flow va avoir un trigger comme dans la première vidéo, un trigger Power Apps. Ce trigger Power Apps va ensuite s'enchaîner, déclencher le flow, s'enchaîner avec une action d'envoi d'email, par exemple. Donc ici, on a send an email. Et donc, on va envoyer un email à mon utilisateur test. Évidemment, toujours ce problème de syntaxe si vous le connaissez avec Flow. Test subject et test body. Voilà, peu importe. Le reste, on a juste un workflow test vidéo ici. Donc je retourne dans mon application. Ce que je vais faire, c'est, histoire d'être un peu cohérent dans l'usage, rajouter un bouton. Ce bouton va se charger de déclencher le flow. Ici, on affiche la liste des flows. Et évidemment, il y en a beaucoup. Une nouvelle fois, test vidéo démo. Voilà, le workflow s'est ajouté. On n'a plus besoin de ça. Il ne prend aucun paramètre. Et c'est tout. Je fais un CTRL S pour sauvegarder mon application. Je la publie. Et je vais venir la partager à mon utilisateur test qui est connecté dans cette session ici. Vous le voyez. Voilà. Hop. Donc, on partage. On va ajouter test comme utilisateur avec un T ici, ça sera mieux. Comme utilisateur de l'application. Et là, vous voyez déjà une première intuition. On voit que l'autorisation d'accès aux données doit prendre Logicflow ici et Office Outlook 365. On va notifier cet utilisateur et une fois que ce sera fait, basculer directement sur sa session. Donc cet utilisateur n'a jamais lancé l'application, c'est bien la première fois. Hop, elle apparaît déjà ici. On va quand même faire un petit rafraîchissement, histoire de... Hop, donc premier lancement de l'application. Votre application, vous savez qu'elle n'utilise que du SharePoint et pour autant, elle prompte l'utilisateur sur une création de connexion et une autorisation de connexion vers Office 365 Outlook. Donc ce qu'il faut en déduire, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, en utilisant un workflow, flow pour le coup,
au sein de votre application Power Apps avec un trigger, j'entends vraiment un trigger Power Apps, donc qui est vraiment le trigger, celui-ci. On fait circuler les credentials de l'utilisateur de l'application au niveau du workflow. Et donc évidemment, on lui demande de s'authentifier et de créer la connexion. Ce qui veut dire que si vous bâtissez toute une application avec un ensemble de connecteurs utilisés uniquement dans Flow et un unique connecteur dans votre application Power Apps qui serait comme là un connecteur vers SharePoint, eh bien votre utilisateur devra accepter créer les connexions vers toutes les sources de données utilisées dans Flow. Ce qui peut être problématique et ce qui peut surtout ne pas être le comportement attendu. Donc une manière de gérer ça, c'est de concevoir finalement votre application différemment, de ne pas utiliser de trigger Power Apps pour appeler vos flows, d'utiliser d'autres triggers. Dans le cas de SharePoint, on peut très bien se baser sur un événement de création d'un élément dans une liste, ou un trigger HTTP qui doit d'ailleurs s'appeler peut-être request. Voilà. Donc on verra plus tard puisque ça fait l'objet aussi d'une question qui a été posée. Voilà pour cette première question et voilà pourquoi est-ce que votre application veut vous demander de vous authentifier sur des connexions qui ne sont pas nécessairement utilisées au sein de votre application. Seconde question, est-ce que je peux partager une Power Apps avec des utilisateurs externes? Donc pour cette question-là, pas besoin de démo, pas besoin de plus de précision. La réponse est non, actuellement. Donc Power Apps s'utilise uniquement avec un compte utilisateur de l'organisation. C'est prévu, c'est sur la roadmap de Microsoft. Je pense que horizon fin 2019 à peu près, avec une première volonté de rendre cela accessible aux guests, mais pas plus d'informations là-dessus, pas plus de détails et pas plus non plus de détails sur la date réelle de mise en production. Mais actuellement, ça n'est pas possible. Est-ce que je peux revenir au formulaire SharePoint Online de base une fois qu'il a été customisé avec Power Apps? Donc ça c'est la troisième question. On passe du coq à l'âne. On était dans un concept d'application Canva que j'appelle Standalone App. Tout de suite, on passe vers une application Form App. Donc, si vous découvrez un petit peu ce sujet, Power Apps permet de créer donc des Canva Apps qu'on a fait juste à l'instant, des applications, des model driven apps, qui sont des applications que je n'aborde absolument pas, vu que c'est principalement lié au Common Data Service et à Dynamics 365. Je vous laisse vous renseigner sur ces sujets-là. Et une dernière possibilité, c'est de customiser des formulaires de liste SharePoint. Donc, SharePoint Online, pour ceux qui connaissent, quand vous faites nouveau pour ajouter un élément dans une liste, on se retrouve avec un formulaire ici, qui est le formulaire standard SharePoint Online. Vous allez pouvoir customiser depuis un petit moment maintenant ce formulaire grâce à Power Apps. Donc si vous le faites, votre application, enfin, votre formulaire customisé ne va pas apparaître dans votre liste d'applications comme les autres applications apparaissent ici. Non, il va vraiment être lié à votre liste. Et donc, on va le faire tout de suite, on va venir personnaliser ce formulaire de liste, qui est un formulaire de liste SharePoint Online, ce qui est plus classique. On va le transformer et le customiser en un formulaire de liste Power Apps. On va sans surprise atterrir dans un contexte familier, le contexte Power Apps. On va, ceci étant dit, découvrir un composant supplémentaire. Et si vous avez suivi la première vidéo, notamment la question sur Power BI, ici vous allez découvrir un composant similaire qui est le composant SharePoint Integration, qui nous permet de faire la jonction entre notre formulaire et notre liste. Quand le chargement aura terminé, vous allez le voir apparaître juste ici. Voilà, donc le SharePoint Integration qui vient d'apparaître, l'application qui termine, hop. Donc, sans rentrer dans le détail de la conception, car ce n'est pas la question ici, on peut avoir un formulaire qui varie selon l'état, donc selon si on est en consultation, en édition ou en création d'un élément, SharePoint. C'est là aussi toute la force de customisation d'un formulaire avec Power Apps, et on profite à 100% des fonctionnalités de Power Apps ici. Simplement pour l'exemple, je vais venir customiser le formulaire en changeant un petit peu son layout. On l'applique tout de suite, on va rien faire de plus que ça. Côté mise en forme, c'est absolument pas l'objet de la question. Simplement, vous voyez que, bon, pour le coup, tout a pété. C'est pas bien grave, justement, ça peut nous intéresser. C'est en rapport avec la question. Donc, on vient de faire une customisation d'un formulaire de liste. On est passé à un formulaire de liste Power Apps, d'un formulaire SharePoint à un formulaire Power Apps. Et tout est pété. Et là, on se demande si on peut pas revenir en arrière
vers le formulaire standard natif de SharePoint Online? La réponse évidemment c'est oui, hein, et heureusement. Ceci étant dit, l'idée ici c'est de vous montrer comment. Donc, petit délai d'actualisation, hop, je vous montre que le formulaire a bien été updaté, et donc vous vous apercevez que ça ne fait plus tout ce que vous voulez revenir en arrière. Pour ce faire, rendez-vous dans les paramètres de la liste, et vous allez avoir une entrée paramètres du formulaire. C'est ici que tout se passe en fait, hein. Vous allez pouvoir choisir de rollback, revenir sur le formulaire SharePoint par défaut, modifier, donc venir personnaliser à nouveau le formulaire Power Apps, ou restaurer une version précédente du formulaire Power Apps toujours, parce qu'on profite du versionning Power Apps, donc vous pouvez restaurer une version qui aurait été plus satisfaisante. Ici, on va choisir de revenir sur le formulaire SharePoint par défaut, et voilà. Euh, si on se retourne maintenant sur l'élément de liste, vous allez voir que le formulaire est redevenu celui par défaut. Alors sans rentrer comme ça. Voilà. Voilà pour la réponse à cette question. Troisième question. Quatrième question. Pourquoi les exemples de formules que je trouve dans la documentation ne fonctionnent pas chez moi? Alors ça, c'est une question très pertinente et c'est vrai que Microsoft communique assez peu là-dessus. J'ai ouvert ici une page de documentation exemple sur la fonction patch dans Power Apps. Peu importe ce que fait la fonction, de toute manière, la syntaxe, c'est ça qui va nous intéresser sur cette question. Ici, on a donc un appel de fonction avec une source de données qui s'appelle customer, et plusieurs paramètres qui doivent être passés à la fonction. Il s'avère que les paramètres sont passés avec des virgules, séparés des virgules. Euh, et ensuite, on peut venir enchaîner des actions, donc là c'est pas non plus identifié, mais avec une syntaxe qui est sans doute un point virgule. Le fait est que si vous reprenez exactement mot pour mot cette fonction, ça ne va pas fonctionner, cette syntaxe, ça ne fonctionnera pas chez vous. Pour la simple et bonne raison que la fonction diffère entre, la syntaxe diffère entre Power Apps US entre guillemets et Power Apps Europe. Rien de plus simple pour vous le prouver ici. On va venir changer un petit peu le comportement de notre application. Donc on va revenir ici, on va créer un nouveau champ texte, entrée de texte ici, très bien, et un nouveau bouton, pour revenir un petit peu dans le contexte de la documentation. Ici, je vais demander à mon bouton de faire un patch dans ma liste de tests. Voilà, rien de plus simple, on va venir créer un élément finalement, et puis le titre de notre élément sera la valeur ici. Donc on va mettre juste title.txt histoire de le reconnaître. Hop. Et donc on va commencer en premier lieu par faire un patch. Donc patch prend plusieurs paramètres. La source de données, j'en ai qu'une, c'est assez simple. Virgule. Et là vous voyez qu'on n'a plus déjà de suggestions. Bon, pourquoi pas. Donc lors d'une création, on fait du default. Toujours pas d'autosuggestion. Et ici, il se passe plus grand chose en fait. Là, la fonction est un peu plantée, Power Apps nous guide pas trop, caractère inattendu. On ne sait pas exactement ce qui se passe, donc on se réfère à la documentation, et puis pour autant, jusqu'à présent, on n'a pas fait de faute, hein. On peut aller voir lors de la création patch modify or create a record, qui est patch data source, virgule, base record. Bon, jusqu'ici, on comprend pas trop. On regarde un petit peu plus les exemples peut-être. Les exemples nous disent que pour créer un record dans une source de données qui s'appelle RiceCream, exactement la même syntaxe que ce que j'ai appliqué. Hop, on va venir changer ici. Changer, évidemment, la source de données n'existe pas. Et toujours le même problème. Donc il s'avère que la documentation sur ce point est assez mal faite, assez peu claire, et vous induit en erreur. Parce que elle ne vous précise pas la syntaxe attendue, qui n'est pas, en Europe en tout cas, une virgule, mais un point virgule. Et vous voyez que dès lors qu'on corrige la virgule en point virgule, tout se passe mieux, là sa coloration syntaxique s'applique, et à ce moment-là on peut continuer à écrire la fonction avec la suggestion qui apparaît ici. Donc ici on change à nouveau le nom de la source de données, même problème, on a encore un problème ici qui est souligné et qui nous dit que notre formule est incorrecte avec un caractère inattendu. C'est la même chose, c'est un nouveau paramètre à passer. Donc ici, toute la formule se met en erreur simplement parce qu'on n'a pas l'information euh, qui correspondait à cette métadonnée ici. Et donc on va venir simplement référencer title
avec ceci. À ce moment-là, tout se passe bien et on a réussi à compléter notre formule. Donc Power Apps permet aussi de faire du séquentiel. Donc on a fait un patch, ensuite on aimerait peut-être venir rafraîchir la source de données pour une raison X ou Y, ou notifier d'ailleurs l'utilisateur que la saisie s'est bien passée. À ce moment-là, si on regarde la documentation Microsoft, on va trouver ceci, puis un appel de fonction avec votre élément a bien été créé. Ok, mais là on comprend toujours pas. On n'a pas de suggestion. Et là on regarde l'erreur, toujours la même chose, caractère inattendu. Il se passe à nouveau que la syntaxe est incorrecte et que pour enchaîner des actions, il nous faut donc un double point virgule. Et là tout se passe bien. Donc simplement pour vous le démontrer, hop, le comportement est celui-ci, c'est bien le comportement attendu, et si on regarde ici, l'élément apparaît en temps réel. Voilà, donc voilà pour répondre à cette quatrième question, pourquoi est-ce que l'exemple de formule qu'on peut trouver dans la documentation ne fonctionne pas, la syntaxe. Et malheureusement, il faut le savoir, il faut le savoir pour bien comprendre que la documentation Microsoft n'interpelle pas sur ce point. Dernière question, comment utiliser Flow sans passer par Power Apps? C'est intéressant parce que quand on vient présenter Power Apps et Flow euh, chez des clients ou à des personnes, on les vend entre guillemets tous les deux ensemble, hein. L'un va très bien avec l'autre, mais l'un fonctionne très bien aussi sans l'autre. C'est le cas de Power Apps, c'est le cas de Flow vis-à-vis de l'un de l'autre. Et donc dans le cas de Flow, là où c'est assez intéressant, c'est que vous avez plusieurs possibilités hein, pour l'utiliser tout seul. Je vais simplement changer d'environnement pour avoir quelque chose de plus clair. Vous avez première chose la capacité de créer donc des flows qui démarrent depuis un bouton. Et donc le bouton va venir apparaître sur votre smartphone par exemple, où va pouvoir être exécuté. Hop, alors évidemment je suis en anglais. Va pouvoir être exécuté depuis le portail Flow. Ici, donc ici typiquement, le trigger n'est pas un événement depuis Power Apps, n'est pas un événement depuis SharePoint Online ou quelconque source de données, non. C'est un événement, c'est manuel, c'est du trigger à l'ancienne, hein, c'est qu'on vient déclencher le workflow. Là où ça devient intéressant, c'est que malgré tout, même si on déclenche manuellement le workflow, on peut venir lui passer des paramètres en entrée. Donc c'est user input. On va pouvoir typer ensuite ces paramètres, donc demander du texte, demander un booléen, demander éventuellement même un fichier qu'on voudra envoyer par mail, demanderait une adresse email, un nombre et une date. Et ensuite, rien ne nous empêche de continuer l'usage sans passer par Power Apps à quelconque moment. Donc là, vous connaissez, hein, Flow arrive avec une tonne et une tonne de connecteurs divers et variés, et donc le monde de Flow s'ouvre à vous sans passer par Power Apps de cette manière-là. Une autre manière que j'apprécie tout particulièrement, qui permet en fait de débrider tous les scénarios d'utilisation de Flow, c'est le trigger HTTP. Donc je le disais tout à l'heure, ici vous allez trouver un trigger when an HTTP request is received. En fait, ce que ça fait ici, c'est que ça vous a exposé un endpoint, donc une URL, pour venir démarrer le workflow lors d'un call HTTP sur cette URL. C'est très intéressant déjà comme ça, je trouve, et c'est d'autant plus intéressant qu'on peut passer des paramètres finalement à notre workflow au travers du call HTTP. Ce paramètre se passe au travers d'un JSON. Un JSON, ça ressemble tout simplement à ceci. Deux braquettes ouvertes, un nom de paramètre, title, et une valeur, voilà, avec un type. On vient de générer un JSON. On vient de presque générer un workflow qui peut s'exécuter sur un simple call HTTP, quel qu'il soit. Donc j'ai un outil pour ça, que je vais démarrer en attendant, qui s'appelle Postman. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de tester justement ce genre de scénario. Je vous invite à le télécharger si vous voulez vous amuser. Ça vous donne une interface pour faire des calls HTTP qui est plutôt pas mal faite. Donc on va enchaîner simplement l'action. Et notre action ici, notre call HTTP va venir créer un élément dans SharePoint. Et là, on arrive dans des scénarios vraiment très intéressants parce qu'on s'affranchit de problématiques d'authentification. Attention, je ne dis pas que c'est sécurisé, je ne dis pas que c'est forcément la meilleure manière de faire, je vous montre juste une fonctionnalité. Donc ici,
je vais venir chercher mon site créé pour l'occasion. Hop, hop, la liste créée pour l'occasion. Et créer un élément dans cette liste avec pour titre ce que j'aurais reçu dans mon call HTTP. Peu importe le nom du workflow, on va le laisser sauvegarder et se générer un nom. Ce qui compte surtout, c'est qu'une fois que le workflow est sauvegardé pour la première fois, il vous génère une URL. Et c'est cette URL qui va être très intéressante. Ici, on a juste oublié de préciser qu'on voulait faire du post. Hop. Et on va tout de suite passer sur l'autre application. Hop, que je suis en train d'afficher maintenant. Voilà. Donc cette application nous propose de générer un call HTTP. Le call HTTP va être fait sur cette URL, ici, et va prendre finalement en body le JSON qu'on a créé tout à l'heure. Donc si on se rappelle un petit peu du JSON, on peut le retaper. Je vous conseille de le sauvegarder s'il est un peu plus long que ça. Ici, on va venir y mettre une information en dur, ça n'a pas d'importance. Voilà, je vais envoyer ça sur mon URL et on va voir ce qui se passe. Déjà, j'ai reçu un code HTTP 202, ce qui est plutôt bonne nouvelle en général. Hop, je retourne sur la page ici, je vois l'historique d'exécution et je m'aperçois que c'est incorrect. Hop, j'ai oublié de vous montrer une chose, sans doute la plus importante de cet exemple, c'est de récupérer les paramètres qui arrivent dans le call HTTP. Donc on a une action toute prête dans Flow pour gérer ça. L'effet démo, ça marche toujours, même en vidéo. C'est qu'on vient parser finalement le JSON qui est compris dans le call HTTP. Donc ici, le JSON est compris dans le body du call. On va réécrire toujours la structure JSON qu'on va recevoir. Exactement la même. On sauvegarde. Et à ce moment-là, effectivement, ce qu'on voyait, c'est plutôt ce qu'on aura parsé et récupéré. Hop. Alors la magie de Flow pourrait opérer, on pourrait relancer la même chose, mais je vais passer à nouveau par Postman. Hop. Le call fonctionne à nouveau, hein, ce coup-ci, pas de surprise. Et par contre, la bonne surprise, c'est que ce coup-ci, le flow s'est exécuté avec succès et a bien créé un élément. Si vous regardez un petit peu le détail ici, on a réussi à parser ce qu'on a contenu ici, ce qu'on a retrouvé, c'était le titre avec cette valeur-là. Je switch tout de suite sur le site, et là vous voyez que l'élément a bien été créé. Voilà. Donc désolé pour cet effet démo, en tout cas, ça vous a permis de débugger en live si jamais vous rencontrez le même genre de soucis. La vidéo est finie, donc épisode 2. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses, et puis je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode.